Bonjour à tous, bienvenue dans ce 100e numéro de Dimanche en politique, numéro de rentrée, première émission de la saison 2020-2021 qui sera, vous le savez, riche en actualité politique. Pour cette rentrée marquée par bien sûr la présence du coronavirus dans notre quotidien, je reçois un médecin urgentiste mais aussi député La République En Marche de Charente et rapporteur général de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée nationale. Bonjour Thomas Mesnier. Bonjour. Il sera question dans cette émission de la politique gouvernementale de lutte contre la Covid-19. Nous parlerons aussi de votre volonté de créer une 5e branche de la sécurité sociale, une première depuis 1945. Nous discuterons aussi de votre parti politique à l'approche des régionales et de l'élection bien sûr du nouveau président du groupe LREM à l'Assemblée, un groupe qui perd de plus en plus de députés. Alors on commence donc avec la situation sanitaire en France. Sommes-nous, Thomas Mesnier, en présence de cette fameuse deuxième vague du coronavirus dans le pays ? Mais écoutez, en tout cas, je crois qu'il faut être absolument vigilant sur l'état sanitaire. On voit bien que depuis le milieu de l'été, les choses semblent s'accélérer avec une reprise du virus. On voit bien que le nombre de contaminés augmente. Il augmente d'ailleurs plus fort que le nombre de tests qui sont réalisés, qui augmente aussi. On n'a pour l'instant pas d'augmentation très vive, en tout cas dans la région des hospitalisations et des hospitalisations en réanimation. Mais il faut être absolument vigilant, compte tenu de la reprise de la rentrée scolaire, de la rentrée tout court avec le pays qui a repris ses activités avec les mesures sanitaires de protection nécessaires, mais qui reprend ses activités, et c'est heureux et c'est nécessaire, mais il faut être absolument vigilant. C'est vrai que c'est la vraie différence entre le mois de mars et aujourd'hui, c'est qu'il y a certes des cas, mais très peu d'hospitalisation et de réanimation. Pour l'heure, on en est là. C'est aussi le fait qu'on a eu le confinement qui, dans notre région, nous avait vraiment préservé. Moi, j'ai pu le voir quand j'ai renfilé la blouse à l'hôpital d'Angoulême. Ça nous a préservé. Tout le déconfinement a été fait de façon relativement progressive. On a aussi eu les vacances et puis un climat qui était plutôt positif par rapport à la pandémie, au virus, à sa propagation. Il va falloir être vigilant avec la rentrée, la reprise des activités et le temps qui va être moins bon avec les jours plus gris. Région préservée plus tôt, mais depuis jeudi, la Vienne est le premier département de Poitou-Charentes à être en passe de devenir zone rouge. Qu'est-ce que ça signifie très concrètement ? Ça veut dire qu'on a de plus en plus de cas et que la proportion de tests positifs a véritablement augmenté. Sur la région Nouvelle-Aquitaine, on a 3 départements, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques et la Vienne qui sont en vigilance rouge dans la surveillance. La Charente est orange. On est dans une région où, aussi parce qu'on avait été très préservé dans la première vague, dans la vague de l'arrivée du virus, on est peut-être plus sujet, plus fragile devant la propagation du virus à la rentrée. Alors on entend beaucoup dire que s'il n'y avait pas autant de dépistage, il n'y aurait pas autant de cas avérés. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est sûr que si on dépiste pas, on ne trouve pas les malades. C'est une certitude. En tout cas, on ne trouverait que ceux qui sont symptomatiques, qui développent des cas, et pas les autres qui sont des porteurs sains et qui participent à la propagation du virus. Pour autant, ce qu'on voit bien, c'est que le nombre de cas positifs augmente plus que le nombre de tests réalisés. C'est bien en cela qu'il faut être très vigilant et conserver, maintenir les gestes barrières, se laver les mains, ne pas se serrer les mains, on va en parler de ça. Garder la distance, le masque quand c'est nécessaire et surtout ne pas se dire que parce qu'on porte un masque, on doit laisser de côté les gestes barrières parce que le masque sans les gestes barrières ne sert à rien. Et je rappelle que vous aviez un masque il n'y a pas si longtemps, juste en arrivant sur le plateau, mais il y a une distance sociale, réglementaire et respectée entre nous, donc du coup on peut enlever le masque. Selon Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique qui guide les pouvoirs publics, le niveau de circulation du virus est, je cite, inquiétant, et le gouvernement va être obligé, dit-il, de prendre un certain nombre de mesures difficiles. Nombreux sont ceux qui critiquent une sorte de surenchère de la peur. Au moindre rhume aujourd'hui, on ferme une école. Question simple, est-ce qu'on n'en fait pas trop avec la Covid-19 ? Beaucoup de personnes se posent la question. Depuis le premier jour, que ce soit sous le gouvernement d'Édouard Philippe ou maintenant avec le gouvernement de Jean Castex, on a une volonté de transparence absolue par rapport à ce qu'on sait du virus, par rapport à ce qu'on sait de sa propagation et des mesures nécessaires à prendre pour protéger les Français. Et c'est le seul objectif maintenu par le gouvernement et la majorité. Le fait de faire de la transparence absolue peut entraîner de l'anxiété, peut entraîner de la peur. Il y a aussi ce sentiment de vouloir faire du risque zéro qui est franchement impossible. Le risque zéro est donc c'est ça impossible. Aussi qui inquiète pas mal de gens, qui se disent on en fait peut-être un peu trop, encore une fois, on ferme tout alors que c'est pas forcément des cas de Covid. Enfin voilà, vous comprenez.
Il y a un principe de précaution, il y a des mesures sanitaires essentielles qu'il faut maintenir. Pour autant, il faut essayer de retrouver une vie le plus normal possible avec le coronavirus. Il faut continuer à pouvoir travailler, à pouvoir s'éduquer, à pouvoir apprendre à l'école. Oui, mais quand les écoles ferment, par exemple, pour un cas, comment on fait ? Eh ben, quand il y a une école qui doit fermer parce qu'il y a un ou plusieurs cas avérés, tout est mis en place pour que les élèves qui doivent rester à la maison puissent recevoir leur enseignement, comme d'ailleurs on a développé des programmes sur le sujet pendant le confinement, et puis pouvoir rouvrir les écoles dès que possible. Il y a une école qui a été fermée en Charente à Boutier il y a quelques jours, qui peut rouvrir une fois que les cas sont isolés et que l'ensemble des élèves et des enseignants sont testés négativement. C'est ce qu'il faut continuer à faire. Donc vous vous dites que le gouvernement n'en fait pas trop ? Le gouvernement fait ce qu'il faut pour protéger les Français, pour informer dans la plus grande transparence. Il y a un écueil à ça, c'est qu'effectivement, ça peut créer une certaine anxiété. Pour autant, je pense qu'il faut aussi que chacun soit conscient des enjeux, du risque, pour maintenir une vigilance collective, une solidarité collective, j'ai envie de dire. Concernant le risque, beaucoup disent aussi, mais oui, mais il y a moins de morts, ou quasiment plus de morts de la Covid. Du coup, est-ce qu'on a besoin de faire autant, encore une fois ? C'est toujours pareil, on n'a pas l'impression que c'est la même chose qu'au mois de mars-avril. Actuellement, il y a plus de cas qui semblent effectivement des cas moins graves, avec moins d'hospitalisation. Ça ne veut pas dire que sous 15 jours, après le temps d'incubation post-rentrée, ça pourrait pas augmenter, malgré les gestes barrières, malgré le masque. Donc il faut rester très vigilant. Et puis, ce qu'il faut surtout éviter, c'est que les hospitalisations augmentent, que les hospitalisations en réanimation augmentent, parce qu'on pourrait à nouveau atteindre le niveau de saturation de notre système de santé, avec la fameuse courbe que Olivier Véran avait pu dessiner à la télévision, où là, de fait, on est beaucoup plus en difficulté pour traiter les patients. Comme c'est le cas visiblement en ce moment à Marseille. Vous avez donc, vous l'avez dit, repris du service à l'hôpital d'Angoulême pendant la crise. Quelles leçons avez-vous tirées de ce retour dans votre service ? Écoutez, j'ai d'abord pu renfiler ma blouse et renfiler mon métier, parce que je dis toujours, et c'est toujours le cas, que député, ce n'est pas un métier, c'est une mission, un mandat. Ça m'a permis d'abord d'être en prise complète avec la crise sanitaire, avec ce que ressentent mes concitoyens les Charentais. Et donc, quelles leçons avez-vous tirées de tout ça ? Et aussi de voir que, même si je ne renie en rien toutes les réformes qu'on a pu porter, et j'en prends ma part sur la santé, on n'en voit pas encore assez les effets sur le terrain. Et je pense que d'avoir renfilé la blouse était bénéfique pour le docteur, mais bénéfique pour le député que je suis et le rapporteur général que je suis devenu, pour justement mettre en œuvre, accélérer la mise en œuvre des réformes. La grogne du milieu de la santé publique, de milieu hospitalier, vous l'avez bien vu de près, là, pour le coup. Mais cette grogne et ce besoin de réforme, je le connaissais déjà avant, et d'ailleurs, il a alimenté une partie de mon engagement en politique. On a fait des choses avec Agnès Buzyn, on continue avec Olivier Véran. Force est de constater que quand on vote une loi, le temps que les textes soient pris d'application et qu'on en voit les effets sur le terrain, il se passe du temps. Moi l'urgentiste, j'ai appris depuis 3 ans la patience, et un peu trop. Et je crois qu'il faut justement qu'on soit en capacité, dans les 2 ans qui viennent, d'accélérer, notamment pour terminer un certain nombre de réformes qu'on avait pu promettre, mais surtout de mettre en œuvre celles qui sont déjà votées. Une bonne politique, on dit aussi que c'est l'anticipation. Est-ce que la France a été à la hauteur concernant les masques de protection ? On a l'impression que les propos contradictoires du moment, du confinement, ont fragilisé la parole gouvernementale, et la preuve aujourd'hui avec l'émergence de mouvements anti-masques. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, j'aurais tendance à dire que ceux qui aujourd'hui crient contre le masque sont ceux qui criaient hier sur le fait qu'on n'en avait pas. On a ce paradoxe très français. Il y a un autre paradoxe gouvernemental qu'on disait, à un moment donné, le masque, c'est pas forcément obligatoire, qu'à un moment donné, il fallait absolument avoir des masques une fois qu'on en a eu. Mais parce qu'il faut aussi regarder la situation telle qu'elle était hier, telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle sera demain. C'est-à-dire que la vérité d'hier n'est pas forcément celle du jour, n'est pas forcément celle de demain. Au mois de janvier, de février, on ne connaissait pas ce virus, on le connaît à peine mieux aujourd'hui. Et effectivement, on a dû s'adapter. Alors, est-ce qu'on avait assez de masques ? Non. Est-ce qu'un autre pays dans le monde avait été mieux préparé que nous ? Je ne crois pas. Je crois que on était tous, on avait pu préparer des stocks à une époque, des stocks qui s'étaient amoindris progressivement. Aucun pays n'était visiblement assez armé dans le monde pour faire face à cette pandémie, et je crois qu'il y a un certain nombre de conclusions qui doivent en être tirées, mais toutes les décisions ont été prises au fur et à mesure au regard de la science, au regard des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, pour protéger au mieux et pour s'organiser au mieux
face à ce virus. On parlait des gestes barrières tout à l'heure. Je vais vous montrer, Thomas Mesnier, une scène qui s'est déroulée cette semaine. Il s'agit d'Emmanuel Macron devant des jeunes apprentis et visiblement gênés par son masque. Le président de la République tousse dans ses mains, on le voit. Donc dans ses mains, une fois le masque enlevé, puis il prend un verre d'eau, le rend sans se nettoyer les mains. Et je ne parle pas du micro qui lui aussi pourrait être contaminé. J'imagine que le médecin que vous êtes est en colère en voyant ces images, où les gestes barrières, là pour le coup, sont franchement quasi inexistants. Qu'en pense le député macroniste que vous êtes également ? D'abord, l'exemple. Mais on se doit d'avoir un comportement sans arrêt exemplaire. Ce que je vois là d'abord, c'est que le président a plus d'1 mètre de distance avec les gens qui sont autour de lui, et donc il y a une distanciation physique nécessaire. On voit tous dans ses mains. Est-ce qu'il aurait été mieux de tousser dans son coude ? C'est une certitude. Je crois que le président est comme tous les Français, il peut avoir des moments où effectivement il tousse pas, il oublie de tousser dans son coude. Je crois qu'il est important de le rappeler sans cesse. Moi, Vous comprenez la force de l'exemple. On va voir une photo, si vous voulez bien, avec Christian Prudhomme, qui a été testé positif à la Covid-19. À côté de lui, Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, Stéphane Villa ou encore Jean-François Fontaine, sans masque. Là, les distances de sécurité, je peux être sûr qu'elles ne sont pas respectées. Voilà, ce sont des images qui choquent pas mal de monde, pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais vraiment dans la vraie vie. Les gens disent, bah oui, regardez, ils ne font pas comme ils disent qu'il faut faire. Mais donc, je suis choqué comme eux, d'autant qu'un certain nombre de personnes sur cette photo, je pense, sont potentiellement plus fragile que d'autres personnes dans la population générale. D'ailleurs, depuis Jean-Pierre Raffarin s'est isolé. De l'âge, par exemple. Moi, vous savez, j'étais aux journées parlementaires de mon groupe de rentrée. Je passe mon temps à rappeler aux gens les gestes barrières, le masque. Alors, on m'appelle le docteur parce que je rappelle les bonnes règles. C'est pas grave. Je pense qu'il faut bien l'avoir en tête. Toujours garder ces gestes barrières, ce masque quand c'est nécessaire, parce que sinon, si on ne le fait qu'à moitié, ça sert à rien. Mais ces exemples de responsables politiques qui ne respectent pas ces gestes barrières, vraiment, je peux vous en montrer plein. Comment voulez-vous que les gens adhèrent aux leçons faites par ces mêmes responsables politiques ? Je suis d'accord. Sachant déjà la déviance de la parole politique, enfin la méfiance des gens vis-à-vis de la parole politique. C'est à chacun d'être responsable de ses actes. Moi, j'essaie d'être le plus exemplaire possible. Ça vous met en colère de voir possible, ça ? Mais évidemment que je vous dis que j'ai passé mon temps avec mes collègues dans mon groupe parlementaire à rappeler les gestes barrières et les masques. Je ne peux vous dire que ça. Il faut que chacun soit responsable. Il s'agit de solidarité collective. Vous savez ce qu'on dit, c'est qu'il y aurait une élite qui finalement dirait faites les gestes barrières, mais qui ne le ferait pas elle-même, et que ce soit le peuple qui doive le faire. Et ça, on entend de plus en plus ce genre de propos. Ce qu'il y a de sûr, c'est que face à la maladie, face au coronavirus, on est tous égaux, et que si ces gens ne respectent pas les mesures barrières et tombent malades, ce serait assez malheureux. Alors on a parlé des masques, on a parlé des gestes barrières, il y a aussi les dépistages, il y en a de plus en plus en France et dans la région. Il faut dire que la demande est très très forte, ce qui pose d'ailleurs quelques problèmes. On voit ça avec ce reportage tourné ce lundi à Poitiers. À peine ouvert et déjà une file d'attente de 200 mètres de long devant le laboratoire d'analyse médicale ce matin. Ici, avec ou sans symptômes, chacun peut venir se faire dépister. Il faut juste être patient. Je viens juste d'arriver pour la petite. Elle a eu de la fièvre et tout. On a eu un cas de Covid dans notre promotion et du coup notre directrice nous a demandé de tous nous faire tester. Il faut à un moment donné en avoir le cœur net, même si demain la donne est différente. Au jour d'aujourd'hui, je veux savoir. De nombreux utilisateurs rencontrés ici viennent avant tout pour se rassurer. Face à l'affluence, 850 tests réalisés chaque jour, le laboratoire doit aménager à Poitiers avant la fin du mois un nouveau site de dépistage encore plus grand. On va avoir un hangar, et ce qui permettra de tenir jusqu'à la fin de l'année à l'abri de la pluie éventuelle. Et surtout de pouvoir, j'espère, faire plusieurs files d'attente pour pouvoir un petit peu prioriser. Au CHU de Poitiers, pas d'attente. Ici, les tests, c'est sur rendez-vous et avec un motif lié à sa santé ou sa profession. Mais que ce soit à l'hôpital ou dans les laboratoires privés, les personnes inquiètes engorgent les files d'attente. Il faut bien rappeler à ces patients-là que le résultat, ça reste une photographie un jour donné. S'ils sont sur un événement privé, sur un événement professionnel, en contact dans les jours qui vont suivre avec un cas positif, il faudra refaire cette démarche de dépistage. Donc juste par inquiétude faire un dépistage, ça n'a probablement que peu de pertinence. Du test jusqu'aux analyses, c'est toute la chaîne de dépistage massif qui doit trouver un rythme de croisière afin de tenir au moins jusqu'au printemps.
Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec le député de Charente, Thomas Mesnier. Que doit-on faire pour éviter qu'il y ait autant de files d'attente? Est-ce qu'on doit ne plus tester les asymptomatiques? Alors, il y a un changement de doctrine petit à petit sur le sujet. D'abord, il faut être en capacité de pouvoir tester les personnes qui en ont besoin, soit qui ont des fragilités, soit qui ont été réellement cas contact. Après, si il y a encore de la capacité de test, pouvoir tester ceux qui le souhaitent, ça semble une bonne chose pour justement casser les chaînes de contamination via les personnes asymptomatiques. Quand il n'y a pas de rendez-vous, comment on fait on dit aux gens, tenez, si vous n'avez pas de symptômes, vous allez au fond de la file d'attente? Non, parce qu'il y a différents modes de tests qui sont organisés, soit au CHU, et je voyais le docteur Catrouk avec laquelle j'étais dans la même promotion de médecine, qui a tout à fait raison, c'est la photographie du jour et ça peut changer le lendemain. Après, il y a aussi les laboratoires de ville qui peuvent organiser des tests, qui ont des capacités de test, et globalement, il y a aujourd'hui de la place pour tester et les plus fragiles et ceux qui sont des véritables cas contacts et ceux qui le souhaitent parce qu'asymptomatiques. Après, ce que je voudrais rappeler, je voyais là dans votre sujet une jeune fille qui disait que dans sa promo, il y avait eu quelqu'un qui avait été testé positif et qu'on demandait aux 200 personnes d'être testées aussi. Il faut pas ? Pas nécessairement. C'est-à-dire que si on est inquiet, on a augmenter les capacités de test pour pouvoir se faire tester, mais en réalité, quand il y a un cas positif, l'Agence régionale de santé, avec la caisse d'assurance maladie, fait l'enquête des cas contacts. Un vrai cas contact, c'est quelqu'un qui a été un quart d'heure en proximité, sans les gestes barrières, sans les masques. Ça, c'est un cas contact. À partir de ce moment-là, peut-être que dans cette promotion, il y avait 1, 2, 3, peut-être 10 cas contacts, mais les 190 autres n'étaient pas cas contacts. Donc je pense qu'il faut aussi être conscient que tout est mis en place pour véritablement trouver les cas, les sujets contacts, les tester, mais qu'il ne faut pas céder à la psychose. Depuis cette crise du coronavirus, les Français ont pu se rendre compte à quel point ceux que l'on appelle les grands médecins, les professeurs, les chefs de service, sont en guerre ouverte les uns contre les autres, entre jalousie et guerre des égos. On a parfois du mal à s'y retrouver, d'autant que les démarches scientifiques sont parfois altérées par des positionnements politiques. Finalement, on se dit que ce n'est pas très rassurant tout ça. Écoutez, il y a de très très grands professeurs de médecine en France, parmi les meilleurs dans le monde. Ils peuvent avoir des intuitions, des idées. À chaque fois, il faut qu'elles soient testées, prouvées scientifiquement pour pouvoir être conclusives et pouvoir servir de modèle. Le professeur Raoult a eu des propos sur l'hydroxychloroquine. Force est de constater que tous les essais réalisés, les essais de qualité réalisés, n'ont pas prouvé ce qu'il avait dit. Je crois que c'est assez clair maintenant pour tout le monde. Pour autant, il est encore sain que des scientifiques puissent avoir des avis divergents. C'est aussi comme ça que la science progresse. Sur la place publique, comme ça, de façon à mettre un peu le doute dans les esprits de chacun, parce que vraiment on se dit, mais s'ils ne sont pas d'accord entre eux, comment on peut être comment une personnalité politique peut prendre une décision? Mais quand on monte un comité d'experts près du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement, c'est justement pour que les experts qui peuvent avoir des avis différents travaillent entre eux, donnent une voie de consensus pour dire ce qui semble, au regard des données actuelles de la science, le meilleur pour protéger les Français. Que les gens ne soient pas forcément d'accord entre eux, c'est plutôt sain. Ça alimente le débat d'idées. La problématique, c'est quand on arrive sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour raconter tout et son contraire. C'est un peu le mal de notre temps. Oui, il devrait y avoir peut-être des règles un peu plus sévères pour cadrer le parole des médecins. Je rappelle que cette émission a été enregistrée vendredi en début d'après-midi. Donc le Conseil de défense a lieu en ce moment même. On n'en a pas encore les conclusions, donc on ne peut pas en parler. On va parler en revanche du plan de relance de 100 milliards d'euros. 6 milliards sont consacrés à l'investissement dans le système de santé. Quelles sont les priorités, l'humain ou le matériel ou la recherche? Les deux, les trois. En réalité, il va bien falloir faire des choix. Il y a 6 milliards d'euros dans l'investissement pour nos établissements de santé, l'hôpital public, en plus des 13 milliards d'euros qu'on a actés dans le projet de loi dont j'étais rapporteur en début d'été, qui est de reprise de dette. Tout ça, ça va donner de l'air à notre hôpital public pour investir, soit dans du nouveau bâti, soit dans des nouveaux matériels, soit dans des lits pour les ouvrir. Des nouveaux postes. Et puis des augmentations assez
conséquente de salaire pour nos soignants, ce qui va permettre d'abord de mieux reconnaître leur travail du quotidien et d'augmenter l'attractivité de notre hôpital public, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants quittaient l'hôpital public pour aller dans le privé, en libéral, parce que c'est mieux rémunéré. Ça permettra de peut-être faire revenir, et je crois, faire revenir des gens vers l'hôpital public. Et derrière, quand on fait revenir des personnels, ça permet de réouvrir des lits, parce que on n'en parle pas assez, mais souvent, quand des lits sont fermés, c'est aussi par manque de personnel, donc ça permettra de réouvrir des lits. On a entendu aussi que des fonds seront faits pour diriger, pour faire en sorte qu'on puisse recréer une industrie pharmaceutique sur le sol français, recréer des médicaments sur le sol français. C'est vraiment possible ? C'est possible. D'ailleurs, j'ai interrogé Bruno Le Maire la semaine dernière à l'Assemblée nationale et il m'a dit que il m'a répondu que l'objectif était que sous 3 ans, on puisse être en capacité de reproduire un certain nombre de médicaments. Il a pris l'exemple du paracétamol que tout le monde connaît, mais l'idée, c'est véritablement qu'on puisse réarmer une souveraineté nationale en matière de santé. C'est absolument essentiel. Je le disais en ouvrant l'émission, vous êtes porteur de l'amendement pour la création d'une 5e branche de la sécurité sociale, branche gérant à la couverture du soutien à l'autonomie. Pardon de poser cette question, mais est-ce que c'est le bon moment, sachant qu'on s'attend à un déficit de la Sécu à hauteur de 52 milliards d'euros ? Eh bien justement, cette 5e branche de la sécurité sociale, elle est promise depuis des années, pour pas dire des décennies. Le dernier président de la République, en 2008, Nicolas Sarkozy l'avait promis, la crise de 2008 a fait que c'est tombé à l'eau. En 2012, François Hollande l'avait promis sans qu'il y ait de suite. En 2017, Emmanuel Macron en avait parlé et justement, il me semblait assez essentiel, maintenant que je suis rapporteur général de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée, de pouvoir porter cette 5e branche malgré la crise pour montrer que quand bien même il se passe une crise sanitaire sans précédent, il faut qu'on puisse justement adapter notre système social, notre système de protection sociale aux enjeux du 21e siècle. Très bien, mais on finance comment ? Parce qu'encore une fois, avec 52 milliards de déficit de la Sécu, ça va être compliqué. D'abord, il y a déjà des choses qui sont réalisées en matière de dépendance et d'autonomie. On s'endette, c'est ça ? On va s'endetter ? Il y a déjà 27 milliards d'euros chaque année dans différentes branches de la Sécu qui étaient mises en œuvre pour l'autonomie. Il va falloir trouver d'autres recettes, c'est une certitude. Il y a différentes pistes qui sont produites par les partenaires sociaux. Augmentation des prélèvements obligatoires ? Il y a des pistes. La CFDT propose par exemple d'avoir une cotisation sur les frais de succession. C'est une piste, comme d'autres. Dans le projet de loi dont je parlais tout à l'heure, voté en début d'été, il y a 2 milliards d'euros qui arriveront chaque année à partir de 2024 en recettes supplémentaires. Il va falloir travailler dans les prochains mois, dans les prochaines années, pour augmenter les recettes de cette branche de sécurité sociale, pour mieux prendre en charge l'autonomie, parce que tout le monde est concerné, aussi bien les personnes en situation de handicap que les personnes âgées qui rentrent dans la dépendance. Et finalement, cette 5e branche de la sécurité sociale, c'est une première depuis 1945 qu'on touche à l'architecture de la sécurité sociale. C'est vraiment comment on transforme aux enjeux de notre temps la sécurité sociale. Un calendrier pour l'application de tout cela ? Alors, la branche de la 5e branche de sécurité sociale est créée, c'est un fait. Dans le budget de la sécurité sociale pour 2021 qu'on va examiner à partir du mois d'octobre, le gouvernement va nous proposer un budget pour cette 5e branche. Et puis, les choses avanceront avec avant ce le budget. présidentiel ? D'ores et déjà, dans le budget pour 2021, il y aura un budget pour la branche autonomie. Comme promis, on passe à l'actualité politique de votre parti, La République En Marche, une formation politique qui perd de plus en plus de députés. 3 d'entre eux sont partis rejoindre le MoDem de François Bayrou ces derniers jours. En 3 ans, ça fait presque 40 députés LREM en moins. Avez-vous songé, vous aussi, à quitter le groupe ? Absolument pas. Moi, je me suis engagé en politique avec La République En Marche sur un projet bien précis pour transformer le pays. On a fait des choses. Il nous en reste encore beaucoup à faire. Tout se passe pas pour le mieux du monde dans ce groupe et dans ce parti, d'ailleurs. Mais il faut faire face à un certain nombre de difficultés. Écoutez, en 2017, on nous disait qu'on avait un groupe absolument pléthorique, beaucoup trop gros. Aujourd'hui, maintenant, on nous raille parce qu'effectivement, il y a eu des départs. Ce groupe, La République En Marche, il est jeune, comme notre parti, avec des gens qui n'avaient pas d'histoire commune politique, des gens qui découvrent aussi le mandat de député. Donc c'est assez logique que des ajustements se fassent en cours de mandat avec des collègues qui partent au MoDem, il me semble, qui restent dans la majorité.
Je crois que vous avez voté pour Christophe Castaner, qui a été élu président du groupe. C'est le meilleur candidat ? Écoutez, c'est le candidat qui a été choisi par l'ensemble du groupe, donc c'est de fait forcément le meilleur choix, et je pense qu'il fera C'était votre candidat. un excellent président de groupe. Christophe Castaner, c'est un historique de la Macronie, il est très très proche du président de la République, il a participé au fondement d'En Marche, et je crois que de par son parcours, de par son poids politique, il saura représenter au mieux le groupe parlementaire de la majorité avec l'exécutif. Alors les élections municipales de ce printemps ont prouvé que la République En Marche ne parvient pas à s'implanter localement, à la différence par exemple des Républicains ou même des socialistes. Et dans les villes, c'est surtout les Verts qui sortent gagnants. Est-ce que ça veut dire que les macronistes et la République En Marche est hors sol ? Écoutez, je ne crois pas. Je crois que comme tout parti jeune, il est difficile d'avancer dans son ancrage local. Il y a quand même des vieux de la vieille dans votre parti aussi qui connaissent très bien les rouages. Il y a aussi des gens un peu plus expérimentés. Effectivement, moi, ce que je vois, c'est qu'avec les élections municipales, on a gagné près de 10 000 élus municipaux à travers le pays, qu'on a des échéances départementales, régionales, sénatoriales très bientôt en Charente, qui nous permettront d'avoir de plus en plus d'élus qui nous aideront à porter le projet politique dans les territoires, celui qu'on vote à Paris pour le mettre en œuvre sur le terrain. À la prochaine régionale, votre parti politique présentera-t-il un candidat face à Alain Rousset ? Et si oui, qui voyez-vous être le plus apte pour ce poste ? Écoutez, il y a des discussions en cours. Les élections régionales arriveront au printemps 2021. C'est un bon président de région, Alain Rousset, pour vous ou pas ? C'est un président expérimenté qui connaît très très bien le terrain, qui notamment dans la crise économique a pris toute sa place pour soutenir l'économie dans la région Nouvelle-Aquitaine. Pour autant, il faut discuter avec lui, il faut discuter avec les différents partenaires. Je pense au MoDem qui est très présent dans cette région. Vous dites qu'il faut discuter, que votre parti doit discuter avec Alain Rousset ? Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on trouve les équilibres pour, avec les élus, les militants de la République En Marche, pouvoir porter d'abord un projet pour notre région et voir comment on peut se mettre en marche pour justement le mettre le mieux en œuvre sur le terrain. Donc nous discuterons avec des personnes comme Jean-Baptiste Djebari, qui est élu de la Haute-Vienne, comme Florent Boudier, élu de Libourne, comme Sacha Ollier, élu à Poitiers. Donc il n'est pas exclu que vous présentiez un candidat face à Alain Rousset, on est d'accord ? Il n'est pas exclu. Aujourd'hui, on discute entre nous de comment porter au mieux un projet en marche pour la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit se représenter en 2022 ? Écoutez, en tout cas, je le souhaite. Qu'Emmanuel Macron se représente. Il a, depuis 2017, mis en œuvre le contrat avec la nation qu'il avait promis pendant la campagne. Il y a encore beaucoup à faire après cette crise du Covid-19 et effectivement, je souhaite qu'il soit candidat en 2022. Et vous serez candidat à votre propre succession en 2022 pour les législatives ? Il est encore trop tôt pour ma part. J'ai encore à travailler sur le budget de la sécurité sociale pour 2021, pour celui de 2022, mais en tout cas, tant qu'il y aura à faire, je serai engagé. Merci beaucoup Thomas Mesnier d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, il vous suffit d'aller sur notre site internet. Pas d'émission la semaine prochaine pour cause de 24 heures du Mans. Dans 15 jours, c'est la députée des Deux-Sèvres, Delphine Batteau, qui sera mon invitée. Pour leur place au journal de la mi-journée. Excellent dimanche à toutes et à tous.